Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce webinaire qui est consacré donc aux nouvelles recommandations HAS sur l'endocardite infectieuse. Donc je me présente, je suis Philippe Lesclou, moi je suis PUPH en chirurgie orale au CHU de Nantes. Alors ce webinaire il est organisé sous l'égide de la SFCO, de la Société française de chirurgie orale. Et donc, c'est une société qui est dédiée, comme son nom l'indique, à la chirurgie orale, qui regroupe des spécialistes de chirurgie orale, mais pas que. Elle a aussi des adhérents qui sont intéressés par la chirurgie orale sans être spécialistes. Elle a un site, cette société, c'est sociétéchirorale.com. Vous pouvez y adhérer à tout moment et vous verrez que sur ce site, en adhérant à la société, on peut avoir accès à quantité de documents, des recos, des fiches pratiques consacrées à la chirurgie orale, les webinaires précédents, par exemple. On peut aussi avoir, accès à JOMOS, qui est le journal de la société. Et donc, je peux que vous inciter à adhérer, à la SFCO. Et puis, vous verrez aussi qu'est annoncé le prochain congrès de la SFCO qui est à lieu à Paris entre le 4 au 6 juin 2025 et qui est consacré à la reconstruction tissulaire en chirurgie orale. Alors ce soir, le sujet, c'est la présentation de ces nouvelles recommandations qui sont intitulées en fait, prise en charge bucco-dentaire des patients en risque d'endocardite infectieuse. Et cette présentation est faite par le professeur, ou la professeure plutôt, Sarah Millot, du CHU de Lyon. Et Sarah consacre toute son activité à la chirurgie orale. Elle est responsable de l'unité de chirurgie et de médecine orale à Édouard Herriot à Lyon. Et elle est on ne peut plus légitime pour présenter ses recommandations puisqu'elle a été chargée de projet par la HAS, c'est-à-dire que le groupe de travail a travaillé donc sous sa férule, elle l'a dirigé. Et ces recommandations étaient présidées par un infectiologue qui est PUPH donc à Bichat, à la PHP, qui est le professeur Xavier Duval. Et sans plus attendre, Sarah, je vais te laisser la parole. N'oubliez pas que donc on est en direct et que si vous souhaitez poser des questions, allez-y et puis on y répondra. Enfin, Sarah y répondra. Sans aucun problème. Merci à toi, Sarah, je t'en prie, je te laisse la parole. Ok, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Philippe, pour cette introduction. Un grand merci aussi donc, à Jérôme Libovic, que vous ne voyez pas, mais qui nous aide énormément en coulisses pour ce webinaire. Et puis, je tiens à remercier la FSCO qui m'a invitée ce soir pour cette présentation et donc particulièrement sa présidente Anne-Laure Egel. Donc, je vais vous parler ce soir d'un travail collectif mené à la HAS quasiment pendant 2 ans. Et pour proposer une actualisation donc, de la prise en charge bucco-dentaire des patients en risque d'endocardite infectieuse. Alors, cette prise en charge bucco-dentaire est de façon assez légitime. Elle laisse souvent part à une grande appréhension de nous, en fait, praticiens, compte tenu des risques liés à cette pathologie, que donc je vais vous expliquer et puis je vais vous donner les points clés un peu de ces nouvelles recommandations. Alors, pourquoi ces nouvelles recommandations? Il y a vraiment une évolution dans les recommandations nationales et internationales. Les recommandations françaises datent de 2011 par l'ANSM, qui était pilotée par Philippe Lesclou, que vous venez d'entendre. Et puis en 2015, la Société européenne de cardio a fait évoluer les textes avec notamment la levée de la contre-indication implantaire. Et c'est beaucoup à ce sujet que la Société française de cardio, en 2016, m'a demandé de constituer un groupe de travail pour faire un position paper sur l'actualisation déjà de cette prise en charge. Donc, c'était un peu les balbutiements de ces nouvelles recommandations. Et puis, 2021-2023, recommandations américaines et européennes qui ont bouleversé notamment les modalités de la prophylaxie. Et donc, il était vraiment nécessaire
qu'on actualise nos textes. Donc, nous l'avons fait à la HAS. Ça a été vraiment une saisine initialement de la FFCO, avec une double saisine de la Société française de chirurgie maxillofaciale également. Et puis, c'est un travail qui vraiment a été très constructif parce qu'il y a toutes nos sociétés savantes ont été sollicitées et vraiment ont été partantes pour participer vraiment à ce projet. Et puis, de nombreuses sociétés médicales. Donc, le groupe de travail était composé d'infectiologues, de cardiologues, de médecins généralistes, de cardiopédiatres et de toutes nos spécialités d'odontologie. Donc, l'objectif principal, c'est d'améliorer la prise en charge bucco-dentaire de ces patients qui, vous le savez, on en soigne tous, sont déjà très fragilisés. Et puis, essayer un peu aussi d'harmoniser cette prise en charge. Alors, avant de faire ces recos, on a eu quand même quelques constats, dont une étude cas témoin menée par Xavier Duval, dont vous avez aussi entendu parler, l'infectiologue qui a présidé ces recommandations, avec une étude cas témoin et qui ont montré que les patients avec une endocardite d'origine orale avaient eu plus de gestes invasifs dans les 3 mois précédant l'endocardite et avaient aussi des habitudes d'hygiène orale différentes. Une autre étude avec les données de la sécurité sociale sur 140 000 porteurs de prothèses valvulaires. Et vous voyez que finalement, moins de la moitié avaient une visite chez le dentiste chaque année. 26% d'entre eux avaient des gestes invasifs, mais seulement la moitié de ces gestes invasifs étaient couverts par une antibioprophylaxie. Ensuite, un travail de thèse où on avait fait passer une centaine de questionnaires à des dentistes hospitaliers de ville, à des cardiologues de ville et hospitaliers, avec plusieurs questions. Et vous voyez que finalement, la connaissance des dates des dernières recommandations, c'était 20% dans les 2 spécialités. Donc, on avait quand même du travail à faire. On sait qu'il y a vraiment un lien avec cette pathologie que je vais vous présenter très brièvement parce que je ne suis pas cardiologue ni infectiologue. Mais en tout cas, cette endocardite, donc, c'est une greffe d'un micro-organisme sur des valves créant une végétation, un abcès, comme vous pouvez le voir sur cette valve qui m'a été donc donnée par le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Bichat. Elle implique des bactéries dans 98% des cas. Dans 2%, ça peut être un champignon, notamment le Candida albicans. Et puis, sa physiopathologie, c'est une rencontre entre des bactéries circulantes dans le sang, une bactériémie, des défenses de l'hôte probablement amoindries, et puis un endothélium très endommagé. Cette pathologie, elle est heureusement rare, c'est 2000 cas par an en France, mais en fait, son incidence, malgré des progrès considérables en imagerie, en chirurgie, en diagnostic, ne bouge pas. Et son pronostic est très sombre, c'est 100% de létalité sans traitement, 20% à la phase aiguë et 40% à 5 ans. Et donc, on comprend bien pourquoi, nous, dans nos spécialités, on a peur de cette pathologie encore mortelle. Alors, le dernier registre européen Euroendo mené avec une étude par Gilbert Habib, Bernard Young en Europe montre quand même, et ça c'est aussi très important à retenir, que finalement, on a cette idée que l'endocardite survient sur des valves malades, mais dans 56% des cas, c'est sur une valve native, en général vers l'âge de 65 ans dans 50% des cas, qu'il y a une augmentation de l'endocardite liée aux soins. La cause reste sur les données antérieures, avec quelques facteurs de risque, tabac, hypertension et l'insuffisance rénale. Elle a des complications extrêmement graves qui peuvent être cardiaques avec des troubles hémodynamiques, mais aussi extracardiaques qui sont en fait des ruptures d'emboles septiques. Donc ces végétations qu'on voit là sur la valve se rompent et peuvent partir dans différents endroits. Et donc là, vous voyez une image d'embole septique qui a été réalisée par un médecin nucléaire, le professeur Rouzet, et qui montre en fait que ces emboles peuvent aller dans le cerveau, créer des accidents vasculaires ischémiques, peuvent être sur les vertèbres, créant des spondylodycites, sur la rate, des abcès spléniques, et puis également dans l'aine ou même sur le genou. Donc ces PET scans sont aussi des examens diagnostiques pour cette endocardite. Alors le diagnostic, j'en parlais à l'instant, c'est un diagnostic qui est difficile, qui est très souvent retardé. Et bien sûr, plus il est précoce, meilleur sera le pronostic, avec des signes cliniques qui sont peu spécifiques. C'est des fièvres nocturnes, des sueurs, des CRP augmentés.
Et donc, avant ce diagnostic, souvent, les patients prennent des antibiotiques et donc ça négative les hémocultures, ce qui complexifie beaucoup le diagnostic. Et ce diagnostic, il repose vraiment sur deux pierres angulaires. Ce sont les hémocultures itératives, donc l'étude de présence de bactéries dans le sang, et les échocardiographies, notamment l'échographie transœsophagienne. Le traitement nécessite vraiment, c'est dit dans toutes les recommandations, un traitement multidisciplinaire par une endocardite team. Il est médical dans 50% des cas, avec des antibiothérapies IV, avec des relais par voie orale qui durent 4 à 6 semaines, avec, en fonction des germes, par exemple de l'amoxicilline, mais c'est souvent des doubles antibiothérapies. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'amoxicilline est souvent donnée à 12 grammes par jour pour essayer de combattre cette infection très profonde. Mais dans les 50 autres % des cas, ce traitement, donc, c'est un remplacement ou une plastie valvulaire qui se fait par une opération donc, avec une sternotomie, donc une chirurgie, qui est la voie classique en circulation extracorporelle, avec un remplacement de valve qui peut être biologique ou mécanique. Mais il est vraiment important de noter les TAVI, ces méthodes percutanées ou transcutanées de remplacement de valves qui ont un essor considérable depuis plusieurs années. Et c'est important pour nous de les connaître parce que ces patients qui n'ont pas de sternotomie et qui sont opérés en TAVI n'ont pas du tout l'impression d'avoir été opérés du cœur. Donc, dans nos anamnèses, il faut absolument demander est-ce que si vous avez une valve, comment elle a été mise? Parce que ces patients, ils passent beaucoup moins de temps à l'hôpital et ils ont pas le sternum ouvert, donc ils n'ont pas cette impression-là. Donc, je le répète, mais c'est vraiment important. Alors, pourquoi cette maladie intéresse les odontologistes et puis tous les spécialistes de la cavité buccale? C'est que dans ces portes d'entrée, donc des germes, les germes les plus importants sont les staphylocoques, avec des portes d'entrée cutanées, mais également, comme je le vous disais, avec des matériels endovasculaires, des cathéters, des pacemakers, la toxicomanie intraveineuse. Mais la deuxième espèce importante sont les streptocoques oraux, avec nos foyers infectieux bucco-dentaires, nos gestes également, et puis aussi qui peuvent être liés, j'en reparlerai, aux bactériémies de la vie quotidienne. Il y a aussi les entérocoques, alors un germe qu'on connaît nous, notamment les endodontistes, l'entérocoque fécalis, avec des portes d'entrée digestives urinaires, mais on peut se demander s'il n'y a pas aussi une porte d'entrée bucco-dentaire avec ces entérocoques fécalis. Et puis enfin, le candida est le groupe des bactéries à sec, qui peut être donc nosocomiales, mais également dans les foyers infectieux bucco-dentaires. Alors en termes de répartition de germes, on dit en général c'est 20% les streptocoques oraux, mais on parle que des streptocoques. Vous voyez, si on rajoute les assecs, c'est 5%, les entérocoques 15%, et puis il y a aussi environ 10% d'endocardites avec une hémoculture négative dont on ne connaît pas le germe, peut-être parce que les hémocultures ont été négativées par la prise d'antibiotiques, et donc on peut aussi supposer que ça puisse être une porte d'entrée bucco-dentaire. Donc, ces liens établis entre la cavité orale et cette pathologie grave sont très anciens et bien sûr nécessitent de notre part, donc on en a tous entendu parler, on a du mal souvent à manier la prise en charge de ces patients à risque d'endocardite, mais ce qu'il faut vraiment toujours penser, c'est essayer de prévenir cette bactériémie. Alors la bactériémie, donc c'est vraiment la présence de bactéries dans le sang, peut être due à quoi? Alors elle est due à nos gestes, ça c'est une certitude. D'ailleurs, ils ont été très souvent les seuls coupables pendant longtemps. C'est les gestes des chirurgiens dentistes. Vous voyez, une avulsion, en fonction des articles, dans 50% des cas, une avulsion, une anesthésie, un détartrage entraînent le passage de bactéries de la bouche dans le sang. Il y a également les pathologies dentaires infectieuses, les foyers infectieux, les nécroses pulpaires, les foyers infectieux apicaux. Et je les ai mis à part parce que c'est vraiment important, les foyers infectieux parodontaux, avec les parodontites, vraiment cet épithélium ulcéré qui livre passage très facilement donc, aux bactéries donc, de cette plaie ouverte. Et puis donc, à part nos gestes, les pathologies, depuis maintenant
15 ans, on parle des bactériémies de la vie quotidienne, que sont le brossage, la mastication, et qui sont représentées par les petits histogrammes verts que vous voyez ici, et qui sont des bactériémies répétées, très peu intenses, donc lors de la mastication, du brossage, d'un chewing-gum, mais qui peuvent entraîner une endocardite et qui sont d'autant plus importantes que l'hygiène orale est non adaptée ou défectueuse. Et Peter Locard, donc, qui travaille beaucoup sur l'endocardite, a vraiment montré le premier que la mauvaise hygiène orale était un facteur de risque de l'endocardite. Alors avec tout ça, donc les rappels de cette pathologie, les risques de bactériémie, on va arriver donc à nos recommandations, donc HAS, qui sont sorties en avril 2024, qui sont issues, je le rappelle, d'un travail collectif important. Et je ne vais pas vous donner toutes les recommandations, ça n'aurait pas d'intérêt, mais j'ai essayé de reprendre les points clés, les grands changements, et puis ce qui va être applicable dans nos cabinets, donc dès demain et déjà depuis 3 mois. Donc, on reviendra sur la définition des patients à haut risque, sur la levée de la contre-indication des gestes bucco-dentaires. Vous verrez qu'on a levé beaucoup de gestes, les changements de modalité de la prophylaxie, et puis on a fait aussi une partie sur comment essayer de trouver un consensus, une harmonisation de la prise en charge de ces patients à haut risque. Alors, je reviens sur le premier point, qui est les patients à haut risque d'endocardite infectieuse ou à risque intermédiaire. Et d'ailleurs, dans les recommandations européennes les plus récentes, on est revenu sur les risques intermédiaires, ce qui avait complètement disparu, mais vous allez voir pourquoi. Alors, les patients à risque sont ceux qui ont le plus de risques de survenue d'une endocardite, mais également de mortalité. Je les ai surlignés ici donc, dans cette étude de Martine Tornil. Et évidemment, ceux qui ont un antécédent d'endocardite sont et plus à risque de survenue et plus à risque de mortalité. Donc, la première colonne montre les patients à haut risque. Vous voyez qu'il y a des grandes différences au sein de cette population à haut risque. Et puis que finalement, donc dans cette deuxième colonne, que j'ai aussi, donc j'ai souligné un histogramme en vert clair, pour montrer que finalement, dans les catégories des patients à risque intermédiaire, ben, il y en a qui sont carrément égaux, presque égaux à ceux des hauts risques. Mais donc, on a quand même cette classification. Il y a des très grandes études qui ont pu montrer ça. Et donc, je voulais quand même faire revenir aussi sur les patients à risque intermédiaire, et notamment ceux que j'avais surlignés en vert, pour les patients qui ont une bicuspidie aortique, parce que maintenant, il est vraiment montré que ces patients font plus d'endocardite à germe oral, donc bien plus que la population générale. Et en plus, les patients avec des bicuspidies aortiques, quand ils font une endocardite, dans 30% des cas, ça a été montré récemment, c'est un streptocoque mitis, donc un streptocoque oral qui est en cause. Donc ces patients sont classés dans les risques intermédiaires, mais vraiment doivent être pour nous un warning. Et je vous expliquerai donc les mesures de prévention qui doivent bien sûr s'appliquer à eux aussi. Et puis là, donc sur une étude très préliminaire, vous voyez, c'est 37 patients à haut risque d'endocardite avec remplacement valvulaire que j'ai pu interroger dans le cadre d'un projet de PHRC. C'est que déjà ceux, je vous le disais tout à l'heure, ceux qui ont été opérés par TAVI n'ont pas été opérés du cœur, donc ne se considèrent pas comme des patients valvulaires. Et aucun de ces patients n'avait cette notion de risque d'endocardite infectieuse. Alors ça, ce n'est pas vraiment de notre ressort. On en a beaucoup parlé avec les cardiologues aussi. En fait, probablement, ces patients manquent d'informations sur leur risque d'endocardite parce qu'ils ont une opération très lourde. Après, ils partent en centre de rééducation et que peut-être cette question des gestes bucco-dentaires passe un peu en arrière-plan. En revanche, ces patients que j'ai pu interroger qui avaient des comorbidités, notamment des diabètes ou des polyarthrites, là, ils viennent quasiment avec un dépliant et ils sont extrêmement au courant de leur pathologie. Donc, on a aussi un travail à faire sur la connaissance et l'information aux patients de ce risque. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, si les patients vous les ont déjà présentés, mais moi, 2 patients m'ont seulement dit qu'ils avaient eu en leur possession la carte rouge d'antibioprophylaxie et qui est en train d'être rééditée avec les nouvelles recommandations. Alors, les patients à haut risque d'endocardite infectieuse, donc ça, on l'a bien noté dans les recommandations, sont les patients que vous connaissez, ça n'a pas changé. On a juste essayé
de les rendre peut-être un petit peu plus lisibles. D'ailleurs, dans l'annexe des recommandations, on a essayé de détailler les pathologies pour que ce soit très clair. Donc, les patients avec un antécédent d'endocardite sont les patients les plus à risque. Les patients porteurs de prothèses valvulaires, mais également juste d'un matériel prothétique utilisé pour une réparation, parce qu'on a des patients qui vous disent j'ai eu une plastie valvulaire. Ces patients font partie des patients à haut risque d'endocardite. Les patients avec une cardiopathie congénitale, et c'est souvent d'ailleurs les odontologistes en pédiatrique pour lesquels c'est compliqué parce que vraiment c'était pas très facile de s'y retrouver dans ces cardiopathies congénitales. Donc on a dissocié en cardiopathie congénitale complexe cyanogène, et vous voyez, il y en a assez peu. Et puis les cardiopathies congénitales complexes traitées à l'aide d'un matériel prothétique, tubes, etc., ou autres prothèses placées chirurgicalement jusqu'à 6 mois post-chir ou à vie s'il persiste un shunt résiduel. Et puis il y a une nouvelle catégorie qui sont les patients porteurs de pompes d'assistance ventriculaire. Les études montrent que ces patients sont plus à risque aussi d'endocardite infectieuse, mais ceux-là, nous les verrons assez peu. Ce sont des patients qui sont en insuffisance cardiaque terminale avec un appareil en permanence sur eux et qui sont en attente de greffe cardiaque. Donc, normalement, on ne peut pas se tromper avec ces patients. Et puis, donc, deuxième catégorie, les patients à risque intermédiaire. Et j'insiste, chez ces patients-là, il n'y aura pas d'antibioprophylaxie, ça ne concerne que les patients à haut risque. Et donc, je ne vous les recite pas, mais enfin, vous le savez, anomalie morphologique, cardiomyopathie hypertrophique, atteinte cardiopathie congénitale non classée à haut risque, et puis les dispositifs de stimulation avec sonde intracardiaque. Alors, pour retenir, je vous ai pris un copier-coller de nos recommandations en annexe. Donc, dans les cardiopathies à risque intermédiaire, on a essayé de simplifier dans les cas où on ne peut pas joindre les cardiopédiatres, ce qui arrive, pour essayer de dire les anomalies morphologiques, ça concerne le rhumatisme, qu'elles soient donc rhumatismales, dégénératives, congénitales, que l'insuffisance touche n'importe quelle valve, que ce soit donc une bicuspidie, une insuffisance. Et puis, vous le voyez, on l'a mis pour les cardiopathies congénitales. On a essayé aussi donc vraiment de mettre des tirets, et on l'a fait pour les deux catégories de patients pour que ce soit plus simple pour nous. Alors, je profite aussi donc pour dire que les patients avec des pacemakers, des stents ne sont pas à haut risque d'endocardite infectieuse. Alors maintenant qu'on a, donc là, c'était vraiment tout à fait copié avec bien sûr une étude exhaustive de la littérature, mais donc on s'est vraiment rangé à la Société européenne de cardiologie pour ces définitions de patients. Et puis, on en arrive donc finalement pour ces patients à haut risque et à risque intermédiaire, quelles sont les mesures de prévention de cette endocardite? On sait maintenant que ce sont les mesures générales qui sont les plus importantes, c'est-à-dire le volet non médicamenteux. C'est vraiment le maintien d'une parfaite hygiène bucco-dentaire qui est l'élément essentiel de la prophylaxie de l'endocardite. Et vous voyez sur ce schéma de gauche qui est issu des recommandations européennes, la première icône et image qui ressort pour l'éducation des patients en risque, c'est une molaire pour maintenir et expliquer dans quel cadre la santé bucco-dentaire. Donc, le suivi bucco-dentaire pour les patients à haut risque d'endocardite infectieuse doit être donc de 2 fois par an, avec un brossage de 2 minutes 2 fois par jour, avec un dentifrice fluoré et une hygiène interdentaire. On entend brossette ou passage du fil. Donc, on doit absolument informer ce patient, que ce soit les médecins de recours de l'endocardite et nous, de donc cette importance des mesures générales de prévention, que toute fièvre doit vraiment conduire à consulter un médecin et avant toute prise d'antibiotiques, ces patients-là doivent avoir immédiatement une prise de sang pour des hémocultures, essayer de leur demander de présenter la carte de prophylaxie, et puis les tatouages et les piercings, c'est écrit dans les recommandations européennes et américaines, de contre-indiquer les tatouages et les piercings. Donc là, c'est vraiment le volet A, le volet le plus important pour ces patients, c'est le volet non médicamenteux, c'est le maintien de l'hygiène bucco-dentaire. Deuxième mesure de prévention, c'est le volet médicamenteux.
Et là, donc pour les patients à haut risque et à risque intermédiaire, il est recommandé de réaliser un bain de bouche à la chlorhexidine pendant 1 minute avant tout geste invasif ou non invasif. On le sait dans la littérature, donc ça avait déjà été présenté dans certaines recommandations antérieures, que l'utilisation de chlorhexidine en préopératoire diminue la bactériémie lors des avulsions, mais également lors d'autres interventions, notamment en chirurgie cardiaque. Donc c'est un usage de courte durée, mais qui est nécessaire avant tout geste, avant une anesthésie, avant une prise d'empreinte chez ces patients-là. Mesures spécifiques, toujours le volet médicamenteux. Donc, la première partie, c'est la désinfection à la chlorhexidine. Et maintenant, autre prophylaxie pour les patients, cette fois uniquement à haut risque. C'est une antibioprophylaxie dans l'heure qui précède le geste. Et je vais revenir sur cette antibioprophylaxie parce qu'elle a changé depuis les recommandations de 2011. Et puis, de façon moins efficace et exceptionnelle, elle peut être donnée dans les 2 heures post-geste en cas d'oubli ou en cas de difficulté donc de planning de patient, mais elle est moins efficace, c'est aussi, on le sait aussi. Ce qui est important aussi de savoir chez ces patients pour lesquels on essaie de favoriser une prise en charge, donc si en plus maintenant on a ouvert, vous allez le voir, à des soins conservateurs, c'est espacer si possible d'au moins 3 semaines les séances itératives avec une antibioprophylaxie pour des raisons donc de résistance bactérienne. Et si on ne peut pas, si on doit revoir le patient à 1 semaine, 8 jours, on essaye de changer de classe d'antibiotiques. Et vous verrez qu'avec les modalités qu'on a proposées dans les recommandations, cela est possible. Donc je me répète encore une fois, mais cette partie 2, c'est vraiment l'antibioprophylaxie, concerne uniquement les patients à haut risque et seulement avant des gestes bucco-dentaires invasifs dont je vais vous reparler très rapidement. Alors pour faire une petite frise de ces antibioprophylaxies pour les patients à risque, je ne vais pas insister beaucoup, mais en 2002 et puis en Europe, également aux États-Unis, il y avait les gestes invasifs qui étaient bucco-dentaires, mais il y avait aussi les endoscopies respiratoires, endoscopies, etc. Après, vous voyez, entre 2009 et 2015, ça a été restreint à nos seuls gestes bucco-dentaires. Et puis finalement, en 2023, la Société européenne de cardio a remis une antibioprophylaxie pour des gestes invasifs bucco-dentaires, mais également pour les endoscopies. Les Anglais, depuis le NICE en 2008, eux, ainsi que les Suédois, ont vraiment une attitude totalement radicale de stopper l'antibioprophylaxie avant tout geste invasif. Alors en 2015, ils sont revenus sur leur position en disant qu'il fallait adapter au cas par cas devant une recrudescence de l'endocardite, même si le lien de cause à effet, de causalité n'a pas pu être démontré. Et puis, en France, nous, on était vraiment le seul pays, parce que nous avons fait des tables rondes avec des Finlandais, des Suédois, des Américains, qui contre-indiquaient des gestes. Donc, ça date de 1992, ces contre-indications de gestes que vous connaissez tous, où on disait pas sur les dents, on peut faire un traitement endo, mais pas sur les dents nécrosées, en une séance, etc. Et ça, voilà, ça datait de 1992 et ça n'a jamais été repris. Donc, c'est vraiment une position tout à fait singulière de la France. Alors, on va vers quand même une restriction des antibiotiques. On est passé de 3 grammes à 2 grammes, déjà depuis plusieurs années. C'est aussi passé vers une restriction parce qu'on a montré l'importance du maintien de l'hygiène orale et que aussi on a beaucoup de mal à prouver l'efficacité de l'antibioprophylaxie compte tenu de la rareté de cette maladie et puis des questions éthiques que ça poserait de faire des études robustes avec l'efficacité de l'antibioprophylaxie. Les Anglais aussi se sont basés sur des effets graves liés à l'antibioprophylaxie et puis la question très actuelle de la survenue des souches bactériennes résistantes ou en tout cas avec une sensibilité diminuée. Alors pour parler de l'antibioprophylaxie, il y a une revue extrêmement récente qui montre, mais ce n'est pas un essai clinique randomisé, qui montre l'efficacité de l'antibioprophylaxie pour des gestes bucco-dentaires invasifs. Et puis là, l'équipe de Martine Tornil qui a montré également que 3 mois, sur une période avant l'endocardite, il y avait plus d'extraction dentaire.
C'est seulement pour les extractions qu'il a pu montrer cette différence significative, ainsi que pour les implantations de pacemakers et les endoscopies digestives. Et cette incidence peut diminuer avec l'utilisation d'antibiotiques. Donc, on va vers une efficacité des antibiotiques, mais sans encore essais cliniques randomisés. Alors, point très important, en ce qui concerne la prophylaxie, les Américains et les Européens, donc en 2021 et 2023, ont gardé l'amoxicilline. C'est une priorité par son efficacité, par sa tolérance. Tous les essais le montrent. Et ils ont tous deux, ces deux recommandations, arrêté la clindamycine. Mais dans ces recommandations, il y a une seule phrase disant qu'il y a un effet grave avec les infections digestives à Clostridium difficile. Et donc, en cas d'allergie à la pénicilline, ils sont sortis de la clindamycine en la remplaçant par de la céphalexine, donc le kéforal, l'azithromycine ou la clarithromycine ou la doxycycline. Donc, sans ordre hiérarchique, mais c'est quand même positionné comme ça dans les recommandations. Alors, cette question nous a quand même beaucoup interrogés. Nous sommes allés rencontrer le centre de référence du Clostridium difficile, le centre national de référence des streptocoques, le docteur Mahé, donc l'équipe de médecins pharmacovigilants qui nous a énormément aidés pour essayer de mettre à plat cette question. Et parce que le kéforal, la céphalexine, finalement, en France, en tout cas, nous, on en avait très peu entendu parler. Et si on regarde ce tableau qu'on va essayer de décortiquer rapidement, vous voyez qu'effectivement, on en a entendu peu parler, mais entre 2014 et 2022, le nombre de boîtes vendues de la céphalexine, c'est 314 000, alors que vous voyez toutes les autres, que ce soit la Pristina, l'Azithro, la Clinda ou la Mox, on est entre 5 et 373 millions de boîtes vendues en France. Après, on a aussi demandé donc, au docteur Mahé et à son équipe, qu'on remercie vraiment vivement pour ces données, quels pouvaient être les effets indésirables avec toutes les molécules. Et finalement, la clindamycine, elle a quand même un pourcentage de souches de sensibilité diminuée, donc elle n'est pas forcément très efficace. Elle a aussi un taux d'anaphylaxie important, hein, c'est toujours des cas par million de boîtes vendues. 14,28, vous voyez, c'est la plus haute par rapport à la MOX, par rapport même à la céphalexine, qui est la deuxième impliquée en termes d'anaphylaxie. Les syndromes dermato graves de Lyell et Steven Johnson. Donc là, la clindamycine n'est pas un très grand pourvoyeur comparé à la céphalexine, 9,5. Et puis, les infections à Clostridium difficile, ça, c'est une certitude. La clindamycine est pourvoyeuse, la plus pourvoyeuse donc des infections à Clostridium difficile. Et finalement, donc comment nous avons décidé, c'est qu'on a regardé donc les autres molécules. Donc l'amoxicilline, il n'était pas question de la modifier. La question, c'était que fait-on en cas d'allergie à la pénicilline? Et avec ces données, nous sommes donc arrivés à cette proposition. Donc l'amoxicilline, c'est du grade A en péros, 2 grammes et 50 mg par kilo. Aucune contre-indication, sauf un antécédent d'anaphylactique ou d'angioœdème, une réaction allergique grave. Et en cas d'allergie, l'azithromycine, donc les Européens et les Américains ont aussi choisi cette molécule à la dose de 500 mg et 20 mg kilo, excuse-moi, il y a une erreur, c'est 20 mg kilo chez l'enfant, qui a une contre-indication, mais ces patients le savent, c'est les patients qui ont un QT long. Et donc, on a mis une deuxième molécule hors AMM qui, pour ceux qui connaissaient les recommandations de 92 et de 2002, existait déjà à 1 gramme et à 25 mg par kilo, mais elle est hors AMM. Mais on l'a remise parce que cette molécule n'a aucune résistance, donc elle est efficace. Et puis, elle a très très peu de contre-indications et d'effets indésirables. Je ne parle pas de l'IV donc pour l'anesthésie générale, ampicilline ou céphazolline. Donc, on a 3 molécules possibles et en cas d'allergie à la pénicilline et de soins peu espacés, on peut passer de l'azithromycine à la pristinamycine. Donc voilà pour les modalités de prophylaxie. On arrive maintenant donc à la dernière partie, c'est finalement comment prend-on en charge ces patients.
comment faire et quels sont les gestes que nous avons modifiés. Donc, 3 consultations spécifiques. Je vais aller assez rapidement sur le diagnostic d'endocardite infectieuse, souvent des patients donc, adressés à l'hôpital. Donc, bien sûr, ce que l'on fait, c'est un examen clinique et radiologique dans la mesure du possible. Souvent, ces patients sont en brancard alité. Parfois, il y a des urgences chirurgicales. On essaye de les voir et on essaye, entre guillemets, de profiter de cette antibiothérapie IV à très forte dose pour faire un bilan oral et les soins. Donc, et aussi de confirmer en bactériologie le foyer infectieux et le germe. On essaye aussi de demander lors des RCP endocardite d'avoir une consultation systématique en odontologie s'il y a un germe oral, bien sûr, pour retrouver la porte d'entrée, mais également si l'origine n'est pas retrouvée ou si c'est par exemple un ASEC pour voir si ce n'est pas un foyer parodontal. Et puis, bien sûr, il y a un intérêt pour la prévention des récurrences. Je vous montre ici juste un exemple d'image d'un patient qui en était à sa 3e endocardite sans consultation odonto avec un problème parodontal considérable. Donc, diagnostic d'endocardite, une patiente de 82 ans avec une spondylodicite, on le voit ici au PET scan. Donc, c'est cette infection bactérienne vertébrale avec donc un streptocoque mitis et puis une endocardite et une recherche de porte d'entrée. Et c'était pour vous montrer que le PET scan a aussi un intérêt en diagnostic avec donc probablement un foyer infectieux inflammatoire là au niveau de cette greffe implantaire et puis donc de cette dent de sagesse retenue et un état bucco-dentaire donc qui a nécessité pendant cette endocardite donc une prise en charge qui a été pour le coup avec beaucoup d'avulsions. Deuxième catégorie et situation, c'est le remplacement valvulaire programmé qui touche souvent donc des patients à risque intermédiaire, donc des patients notamment avec une bicuspidie, une insuffisance, un souffle, un rétrécissement aortique calcifié. En pratique, c'est quand même assez confortable parce que on a un large éventail de possibilités thérapeutiques. On doit donc essayer d'avoir la consultation bucco-dentaire le plus rapidement possible avec un examen clinique détaillé, bien sûr une demande de panoramique de rétroalvéolaire et un CBCT si nécessaire ou si on a un doute. Mais vraiment, il faut insister là-dessus et notamment depuis les nouvelles recommandations, une prise en charge globale est possible. Vraiment, toutes les options thérapeutiques sont permises et il n'y a pas d'indication à l'antibioprophylaxie, juste une indication à un bain de bouche à la chlorhexidine pendant 1 minute, juste avant les gestes bucco-dentaires invasifs ou non. Je voulais quand même souligner en bleu ici que si le remplacement valvulaire est fait et demandé dans un délai court, ce qui malheureusement nous arrive encore, des courriers nous disant « Bonjour, ce patient va être opéré dans 21 jours », on est beaucoup plus contraint pour le coup et on a statué donc tout traitement ou retraitement endodontique sur dents symptomatique avec une lipoé était contre-indiqué chez ces patients-là et devait conduire à une avulsion. Sarah, je vais juste t'interrompre un sûr. peu parce qu'il y a une question là Oui. qui nous demande si, à notre avis, on est tous les deux à interroger. Oui. Pensez-vous qu'un consensus pourra être atteint avec les autres sociétés savantes ou non dans un avenir proche? Alors, je vais commencer par répondre si je peux. Oui. Je ne sais pas de quel consensus veut parler notre interlocuteur. Le consensus sur tous les patients à risque, il existe partout dans le monde. Là, tout le monde est d'accord là-dessus. Et il n'y a pas de spécificité française. Le consensus sur l'antibioprophylaxie, le protocole antibiotique, il existe partout dans le monde. La seule spécificité française que tu as soulignée, c'est la pristinamycine en cas d'allergie à l'amoxicilline. C'est la seule. Donc les consensus sur les patients et l'antibioprophylaxie, ils existent. Le consensus pour les actes, je ne veux pas déflorer, je ne veux pas spoiler ce que va dire Sarah après, donc on verra après. Si tu veux rajouter quelque chose, je ne sais pas. Non, c'est exactement ça, oui. Donc voilà pour les patients. Alors, le consensus, ce qui est plus difficile et ce qu'on a eu du mal à trouver, finalement, c'est des consensus sur essayer de cadrer toutes les consultations de ces patients-là, ce que je vous présente maintenant.
Et ça, en tout cas, c'est dans les recommandations, c'était déjà dans le position paper. Et ça a été diffusé largement aux spécialistes, voilà, à nous spécialistes de la cavité buccale, toutes nos spécialités confondues, mais également avec vraiment une demande très active de la part des cardiologues. Donc ça aussi, c'est passé dans des journaux de cardio, d'infectieux pour essayer voilà, que ce soit diffusé le plus largement possible. Parce que justement, ça amène à cette diapositive qui quand même est un peu inquiétante, parce que donc une étude d'Alexandra Cloître de l'équipe de Nantes en 2014 avait montré que 94% des chirurgiens dentistes, autant dire quasiment la totalité, soignent des patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Et si vous regardez le tableau du milieu, par des publications très récentes, si on regarde le pourcentage de gestes invasifs couverts par une antibioprophylaxie, vous voyez qu'on est quand même très, 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 très loin de ce qu'il faudrait. Hein. C'est environ un tiers de nos gestes invasifs qui sont couverts. Je n'ai pas mis l'étude qui montre que même si nous sommes les deuxièmes prescripteurs après les médecins généralistes, 80% de nos prescriptions semblent être inappropriées. Et puis, alors là, ce tableau de droite qui montre, en fait, ce sont donc 100 patients, donc j'avais pu avoir 97 questionnaires de patients qui avaient tous fait une endocardite, qui avaient été vus à Bichat par un odonto et qu'on avait reconvoqué 5 ans après pour une hospitalisation de jour. Et on les avait tous avertis vraiment de la nécessité d'une prise en charge bucco-dentaire. Voilà, donc c'était une population extrêmement avertie. Et finalement, quand vous voyez ce tableau, on voit que finalement, encore 50% avaient des caries, une inflammation gingivale dans 40% des cas. Pourtant, ils semblaient être informés à 82%. Et puis, suivi 2 fois par an, moins de 1 patient sur 2. Et avant les recommandations, puisque cette étude date de avant de recommandations, donc quand même 70% avaient eu des avulsions. Donc, ça suit quand même le dogme de l'édentation chez ces patients, mais ça va se stopper maintenant. Et quand même, déjà 20% de ces patients avaient eu des traitements endodontiques. Donc, il y a aussi une autre étude de Béthia Célestin, cardiologue, qui avait essayé de comprendre finalement pourquoi les patients n'arrivent pas à adhérer aux recommandations, parce qu'on a vraiment ce problème d'adhésion faible. Et un des facteurs qui ressort, c'est la dépression. Et on peut le comprendre chez des patients qui ont quand même une chirurgie extrêmement lourde, qui les invalide pendant de nombreux mois, qui sont souvent après en mi-temps thérapeutique. On peut comprendre que… Et puis cette épée aussi voilà, au-dessus de leur tête de cette mortalité quand même encore à 5 ans. On peut comprendre que voilà, il y ait vraiment un effet de dépression. Et ça a été montré récemment. Ils ont encore un mauvais état bucco-dentaire malheureusement. Et puis, c'est Vanessa Moby qui avait montré récemment aussi, donc, dans cette étude multicentrique que nous avions réalisée il y a peu de temps, que les patients avec une endocardite qui avaient une prédisposition cardiaque avaient plus d'endocardite à germe dentaire. Donc ça aussi, on doit l'avoir en tête, une prédisposition cardiaque, attention, possibilité et plus grand risque de germe dentaire. Sarah, j'ai juste Oui. une petite question qui est relative à l'identification des patients en risque. Oui. Pour les patients greffés, j'imagine greffés cardiaques, oui. Ils appartiennent à une catégorie à risque d'endocardite ou pas? Alors, dans les recommandations américaines, ils ont été placés dans les patients à haut risque d'endocardite. Et nous, on en a discuté aussi dans notre groupe de travail. En fait, ces patients greffés ont plus de risque de valvulopathie, c'est ce qui est montré dans la littérature. Et s'ils font une endocardite après, elle est plus grave, mais il n'y a pas assez de données pour montrer que leur risque est vraiment accru pour en tout cas, les mettre directement dans les patients à risque d'endocardite. En tout cas, en France et en Europe. Voilà. Mais les Américains les ont placés comme tels. Et donc, pour le coup, ils ne sont pas éligibles à une antibioprophylaxie. C'est Non. pour finir de répondre à la question. Oui. Je t'en prie. Alors, donc, finalement, donc, toujours nos patients en risque. Alors ça, je le dis aussi quand on nous sollicite dans les sociétés de cardiologie, parce que souvent les médecins disent « mais nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider, pour faciliter les choses ?» Parce que
assez peu, enfin, ils essayent maintenant quand même de, voilà, de poser ces questions. Donc, on était arrivé à des questions très simples, hein, qui sont aussi publiées dans les recommandations sur le lien entre maladies parodontales et maladies cardiovasculaires. C'est que ces médecins de recours qui voient beaucoup leurs patients à risque d'endocardite, les infectiologues et les généralistes, c'est poser des questions très simples. Mal aux dents, est-ce que vos gencives saignent, vos dents bougent, perdu des dents, voilà, changement de couleur. Donc, on a mis vraiment des termes simples donc, pour les médecins. Et donc, oui à une de ces questions doit induire donc chez nous, et ils doivent nous demander une consultation spécifique. Alors bien sûr, il y a des endroits pour lesquels c'est beaucoup plus facile que d'autres d'avoir un accès aux soins en odontologie. On sait que ces patients, ils le disent d'ailleurs, sont évincés des parcours de soins pour les risques qu'ils présentent, et c'est la fin de ma présentation, je vous le dirai. Mais c'est vrai que voilà, il faut vraiment que les cardiologues aussi insistent sur cette partie-là. Et donc, il faut qu'on puisse les identifier donc, par cette carte, le suivi régulier, je le rappelle, 2 fois par an, un examen radiographique, donc pas un CBCT systématique, des rétroalvéolaires, des panoramiques et un CBCT si on a un doute. Et puis, on a un devoir d'information de nos patients du bénéfice et du risque avec les différentes options que je vais vous présenter maintenant. J'ai 2 questions là, Sarah. Ouais, oui, oui, je vous écoute. On revient sur l'antibioprophylaxie. Ouais. Une question pour les malades qui sont déjà hospitalisés pour un épisode d'endocardite infectieuse Oui, et qui sont sous amox oui. à des posologies très élevées, hein, comme tu l'as pu le dire tout à l'heure, 12, 13, 14 grammes par jour. Et s'ils nécessitent des soins dentaires, est-ce qu'on doit mettre une antibioprophylaxie? S'ils sont déjà avec leurs 16 grammes, Ah oui. non, non, c'est l'antibiothérapie est là. Non, non. Ouais, ok. Donc on touche pas, hein, chez les Non, patients qui sont sous déjà Mm. sous traitement antibio dans le cadre du traitement de leur endocardite infectieuse. Évidemment qu'on ne va pas en rajouter, on est d'accord. Et si les germes principaux, deuxième question, sont des staphylos, Oui, des staphylocoques dorés, donc oui. potentiellement des SARM, Mm. est-il intéressant d'adapter une antibioprophylaxie avec moins de risques que les de résistance que les bêta-lactamines? Pour des patients donc hospitalisés et traités pour cette endocardite, on est encore dans le diagnostic aigu d'endocardite ou quelqu'un qui a fait une endocardite à staph? Ouais, si les germes principaux sont effectivement des staphylos, est-ce qu'on garde, malgré le risque d'antibiorésistance, puisque ça pourrait être un SARM, l'amox en première intention? Je traduis. Oui, oui, oui. Oui, je suis d'accord. Okay. Enfin, je sais pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est une question qui a déjà été qu'on avait évoquée en groupe de travail. Et oui, bien sûr. Donc les gestes bucco-dentaires, donc là effectivement. Et attends, j'ai juste parce que ça tombe, ça tombe les questions. Et c'est juste avant de commencer les gestes justement. Oui, bien sûr. Doit-on considérer que l'azithromycine et la spiramycine remplaceront à terme la clindamycine pour toutes les antibioprophylaxies en odontologie et pas seulement dans le cadre de l'EI? Alors, je te laisse pousser une gueulante ou c'est moi? Non, je le fais. Non, alors vraiment là, on est vraiment dans la prophylaxie de l'endocardite, et la clindamycine reste en cas d'allergie, donc hors cadre endocardite, mais il y a un groupe de travail piloté par Julie Guillet et aussi un infectiologue sur finalement maintenant qu'est-ce qu'on va faire dans l'antibioprophylaxie hors endocardite. Et donc, je ne peux pas vous répondre encore sur ce qui va se passer. Est-ce que la clindamycine sera maintenue ou pas? Là, je parle vraiment que de l'endocardite et de sa prophylaxie. Et j'ajoute que la spiramycine n'a jamais fait partie d'une quelconque antibioprophylaxie. Je le souligne en jaune, en rouge, en toutes les couleurs que vous voulez. Alors, je reviens donc, j'aborde maintenant les gestes bucco-dentaires chez les patients en risque. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas décréter quel geste, oui ou non, et puis juste s'aligner sur ce qui était dit, parce que déjà, il y a dans les recommandations américaines et européennes, il y a Martin Turning qui est chirurgien maxillofacial, mais il n'y a pas d'odontologiste. Donc là, on a vraiment voulu, avec toutes nos sociétés
savantes représentées, essayer d'être vraiment extrêmement carré, extrêmement prudent. Et c'est vrai qu'il y a une étude très récente qui est parue dans Oral Disease qui nous a quand même beaucoup aidé sur les bactériémies induites, qui a regroupé en fait tous les essais cliniques randomisés qui sont montrés en rouge et donc par les bactériémies induites par nos gestes. Donc ce que ce papier montre, c'est que les bactériémies durent jamais plus de 20 minutes, que les avulsions sont pourvoyeuses de bactériémies, le brossage également. La chire orale, il n'y a pas d'essai clinique randomisé, mais la chire orale qui implique l'implanto, la chire paro, la dépose des plaques d'ostéosynthèse n'est pas le plus grand pourvoyeur de bactériémies. Détartrage, surfaçage également. Et ce geste dont je vous reparlerai, je l'avais déjà abordé en congrès à la SFCO, sur lequel il faut faire attention, c'est l'orthodontie, et je vous expliquerai pourquoi, et le sondage qui aussi, comme on peut l'imaginer, est un geste bactériémique. Alors, on a maintenu 3 types de gestes. Les actes bucco-dentaires invasifs contre-indiqués chez le patient en risque d'endocardite, les actes bucco-dentaires invasifs qui demandent une antibioprophylaxie, et puis les actes qui ne demandent pas d'antibioprophylaxie, qui sont considérés comme non invasifs. Alors, on a gardé 4 gestes contre-indiqués chez le patient en risque d'endocardite. Le coiffage pulpaire en denture permanente mature, compte tenu de son pronostic. La pulpectomie des dents temporaires, compte tenu de l'anatomie canalaire et de la difficulté donc, de traiter ces dents temporaires. Toute technique de chirurgie avec utilisation d'une membrane de régénération osseuse, je vous en reparlerai, et tout traitement, quel qu'il soit, j'insiste bien, de la périimplantie. Donc voilà, actuellement en France, les 4 gestes contre-indiqués. Donc les taux de succès du coiffage pulpaire en denture permanente mature sont entre guillemets seulement de 55 à 60% sur 2-3 ans. On ne sait pas, est-ce que dans 2-3 ans, on aura d'autres papiers, il y aura des amendements, on ne sait pas. Pour l'instant, la littérature montre ça. La pulpectomie des dents temporaires, l'anatomie canalaire extrêmement complexe, donc finalement contre-indiquée. L'infiltration bactérienne liée à l'utilisation de membranes, qu'elles soient résorbables ou non résorbables. Et puis le traitement de la périimplantite, je vous montrerai cette persistance de l'inflammation et jamais cette certitude d'avoir mis à nu voilà, toutes ces bactéries. Alors, les gestes, les actes bucco-dentaires qui ne nécessitent pas d'antibioprophylaxie, qui sont considérés comme non invasifs, c'est l'anesthésie locale en site non inflammatoire, les radiographies intrabuccales, les préparations prothétiques, et là j'insiste aussi parce que ça n'était pas le cas, la pose d'une digue dans un contexte de gencive non inflammatoire. Ça c'est important parce qu'avant, il fallait mettre une antibioprophylaxie pour n'importe quelle digue, et donc ça voulait dire finalement une antibioprophylaxie pour n'importe quel geste. Prise d'empreinte, mais voyez, donc ces gestes sont redevables en revanche d'un bain de bouche à la chlorhexidine 1 minute avant le geste. Et donc, maintenant, les gestes invasifs qui sont autorisés chez le patient à risque, mais qui nécessitent une antibioprophylaxie, ce sont tous les autres. Et donc, je vais vous faire, pas beaucoup, mais quelques diapos pour terminer. C'est l'anesthésie. L'anesthésie locale en site inflammatoire nécessite une antibioprophylaxie. On peut réaliser une intraligamentaire ou une technique ostéocentrale seulement en seconde intention avec une antibioprophylaxie. En endodontie, odontologie conservatrice, si la gencive est inflammatoire, pour poser la digue, il faudra une antibioprophylaxie. Et donc, j'en reviens au traitement endodontique et aux pulpectomies, donc les pulpotomies des dents temporaires, les pulpotomies des dents permanentes immatures, les coiffages pulpaires sont possibles. La chirurgie endodontique sans utilisation de membrane, n'importe quel traitement ou retraitement endodontique. Donc, je ne vais pas insister, c'est vraiment écrit dans les recommandations. Et pourquoi finalement nous avons fait ce choix? C'est que la bactériémie liée au traitement endodontique est faible, entre 1 et 30%. Elle est autorisée dans tous les pays, même il y a certaines sociétés, notamment la Société de médecine infectieuse en Suisse, si on va sur son site, on arrive au traitement endodontique, oui, ça nécessite une antibioprophylaxie, mais c'est autorisé. Les succès sont importants et surtout, ce sont des cas très fréquents. Là, c'est une patiente jeune, 35 ans, qui a fait une endocardite. Je vois son incisive centrale dyschromique nécrosée. Et là, elle avait une endocardite. Je lui annonce que c'était avant les recommandations, donc il faut enlever cette dent. Cette patiente qui avait été abîmée avec une sternotomie, elle l'a clairement refusé. Donc, laisser une dent nécrosée est bien sûr un foyer infectieux plus important que de faire dans des très bonnes conditions un traitement endodontique.
avec des succès importants. Je vous montre que ce soit les RTE ou les CHIR à 6 ans, entre 88 et 85% de succès sur 1000 dents. Et donc, on doit suivre les conditions codifiées par les sociétés, qui sont des conditions assez strictes. On a demandé une aide optique, pas forcément un microscope, mais au moins des loupes. Sur toutes les dents, c'est possible, qu'elles soient symptomatologiques, et bien sûr, si on peut obtenir des radios précédentes, c'est intéressant. On essaye quand même de limiter le nombre de séances. Avec les référents de la Société française d'endodontie, on a dans nos recommandations expliqué avec plusieurs tirets vraiment la façon de procéder, et sous antibioprophylaxie avec un suivi radiologique rapproché. Donc, je vous le redis aussi, pour quelqu'un, le traitement, je vous avais dit, quelqu'un qui doit avoir un remplacement valvulaire très rapide, on doit, avec une dent, pour faire un traitement ou un RTE sur une dent symptomatique, on ne peut pas le faire. En revanche, chez quelqu'un à risque d'endocardie, on peut le faire après résolution de la symptomatologie par antibiothérapie. En odontologie pédiatrique, les choses ont aussi beaucoup changé. Il y a donc des gestes invasifs qui étaient contre-indiqués, qui ne le sont plus. On peut réimplanter compte tenu du bénéfice, notamment chez l'enfant, donc les réimplantations dans les cas de traumatisme, l'anesthésie, la pulpotomie des dents temporaires, la pulpotomie des dents permanentes immatures, les coiffages pulpaires et les traumatismes, comme vous voyez ici, donc cette photo du docteur Julie Santamaria. En chirurgie orale et en parodontologie, donc en parodontologie, le sondage parodontal, les assainissements parodontaux, élongation, gingivectomie, traitement chirurgical des poches avec ou sans comblement. Orthodontie. Faire deux, trois diapos sur l'implantologie. Et bien, finalement, l'implantologie, donc la contre-indication est élevée aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays depuis très longtemps, puisque tous les gestes étaient possibles. En 2015, en Europe, la contre-indication est levée. Et donc, en France, HAS 2024, la contre-indication est levée. Bien sûr, il y a une forte demande des patients et des praticiens. On a très peu de données. Mais finalement, les complications immédiates, la bactériémie immédiate sur les études qu'on a, elle est très faible. Et point important, les bactériémies notifiées, identifiées, sont des bactériémies à staphylocoque et pas à streptocoque. Donc plutôt des contaminations, plutôt que vraiment une bactériémie, un germe de la bouche qui passe dans le sang. En revanche, bien sûr, les complications qui sont tardives et qui nous ont fait beaucoup discuter dans ces recommandations, c'est la maladie périimplantaire avec son incidence importante. Et donc, nous avons statué pour l'implantologie envisageable chez les patients en risque d'endocardite infectieuse avec une antibioprophylaxie, donc dans des conditions d'asepsie optimales. Il y a des recos HAS 2008, l'absence d'utilisation d'une membrane, l'absence de maladie parodontale, une hygiène orale satisfaisante. Et on a essayé vraiment d'identifier les facteurs de risque les plus importants de maladies périimplantaires, qui sont donc l'absence de séances d'éducation thérapeutique donc sur l'importance des visites de contrôle, une maintenance professionnelle, l'absence de maladies parodontales et dans une moindre mesure un arrêt du tabac et un contrôle régulé de la glycémie chez le diabétique. En dehors de ces conditions, les implants ne peuvent pas être posés. Voilà, donc les critères vraiment à maintenir. Et puis, l'implantologie, donc une étude sur 377 implants avec un groupe conventionnel de mise en place d'implants et un groupe flapless en chirurgie guidée, qui montre que la réduction du temps opératoire en flapless induit aussi une bactériémie moindre. Et donc, pour ces patients à risque, il faut penser à ces chirurgies minimalement invasives avec ces images données par le docteur Arnaud Lafont. Voilà, donc toujours garder à l'esprit cette possibilité et essayer de tendre vers ça chez ces patients-là. Alors, en ce qui concerne le traitement de la périimplantite, donc il y a eu récemment, donc par Daniel Herrera, donc la prévention et le traitement des maladies périimplantaires, mucosite et périimplantite. Et finalement, les persistances de profondeur de poche, donc dans des études récentes que je vous ai montrées, sur des suivis entre 1 et 5 ans, sont entre 30 et 45%, et la résolution
entre 25 et 40% des cas, et sur un suivi de 1 an, oui, 85% des cas. Donc, chez des patients à risque infectieux majoré pour des facteurs qu'on ne connaît pas forcément, qui ont des facteurs de susceptibilité liés à l'hôte, une périimplantique qui implique une suppuration, un gonflement, une perte osseuse, il faut déposer l'implant, quitte à en reposer un plus tard, mais on ne traite pas, par quelque traitement que ce soit, les périimplantites. En parlant des gestes, donc je vais très vite sur l'orthodontie, mais c'est vraiment la dernière diapo sur les gestes. Lorsqu'on a échangé avec tous ces pays qui ne contre-indiquent pas de gestes, leur grand warning, c'est l'orthodontie, parce que la bactériémie est prolongée avec ces traitements multi-attaches sur 18 mois. Et la société canadienne a même proposé un suivi pour les patients avec des cardiopathies congénitales, qu'ils soient enfants, adolescents, qui sont à haut risque d'endocardite, un suivi tous les 3 mois et recommander une dépose de ces traitements multi-attaches en l'absence ou lorsque l'hygiène orale n'est pas suffisante et entraîne une gingivite. Donc ça, c'est voilà, très important et je voulais vous le signaler. Alors maintenant, chez ces patients, mais quels sont leurs risques? Pour terminer, ils ont un risque infectieux. J'espère vous l'avoir montré pendant cette présentation. Donc, on doit prendre en charge leur foyer infectieux. On doit limiter le risque de bactériémie, mais également le risque de résistance bactérienne. Essayer de les éduquer et de les informer surtout au maintien de la santé orale par cette visite biannuelle, de bien identifier les gestes non invasifs et les invasifs. Un détartrage est un geste invasif. Et puis, donc, pour résumer, une prise unique pendant l'heure qui précède le geste invasif. En cas d'oubli, jusqu'à 2 heures post-geste. Et surtout, on ne doit pas prolonger cette antibioprophylaxie en antibiothérapie. Par prudence, on a toujours envie de dire, bon, il est au risque d'endocardite, je vais lui extraire une 46, je vais le mettre sur antibiothérapie, puis on va quand même continuer 6 jours. Non, l'antibiothérapie n'est pas justifiée. Un patient à un risque d'endocardite infectieuse va avoir une antibiothérapie au même titre qu'un patient qui n'a pas de risque d'endocardite infectieuse, j'entends une cellulite ou d'autres infections présentes. La prophylaxie, c'est une dose unique. Et essayer d'espacer de 10 jours 2 séances itératives nos gestes bucco-dentaires. Et si on ne peut pas, on change de molécule. Donc, de l'amox, on passe à l'azithro. Et si allergie, on peut passer de l'azithro à la pristina. Le risque infectieux est combiné à un risque hémorragique, notamment pour les patients avec des prothèses mécaniques, puisqu'ils ont des AVK à vie. En ce qui concerne les prothèses biologiques ou les TAVI, ce sera une antiagrégation plaquettaire entre 3 à 6 mois. Donc, bien sûr, il faut analyser notre geste, le risque hémorragique en fonction du geste. Il y a aussi des recommandations très claires à la SFCO. Est-ce qu'on va réaliser des extractions dans un seul secteur, dans plusieurs secteurs, mettre un implant unitaire ou plusieurs implants dans plusieurs secteurs? Si le patient est sous AVK, il faut donc vérifier l'INR la veille pour vérifier sa stabilité. Il faut savoir que l'INR cible est entre 2 et 3 pour les patients valvulaires. On n'arrêtera pas les traitements anti-agrégants plaquettaires et bien sûr avec des techniques d'hémostase locale. Alors, je vous présente rapidement l'arbre décisionnel de la SFCO pour les patients sous antivitamine K, où vous voyez si le geste est à faible risque hémorragique, on contrôle l'INR avec un INR inférieur à 4. On n'arrête pas les AVK qui sont extrêmement difficiles à restabiliser et on peut faire le geste en chirurgie ambulatoire en cabinet. Là, on montre une image avec de l'histoacryl, du surgicel en hamac au-dessus de l'alvéole. On a beaucoup de techniques et de moyens d'hémostase locale. Alors enfin, et pour finir, bien sûr, cette pathologie et son lien avec la cavité orale nécessitent encore des études. Il y a 2 PHRC en cours, le PHRC Prophet, qui est un essai randomisé sur registre qui se passe sur tout le territoire avec un bras intervention et puis un bras contrôle, et puis un PHRC sur l'intérêt du CONBIM dans la prise en charge de l'endocardite infectieuse. Bien sûr, il serait important de créer un réseau de praticiens référents en odontologie pour ces patients. On essaye aussi de systématiser les consultations en odontologie lors d'épisodes d'endocardite infectieuse et bien sûr favoriser, ça c'est très important, la prise en charge bucco-dentaire de ces patients qui sont déjà très fragilisés, qui pour beaucoup ont eu une lourde opération et qui sont quand même encore évincés des parcours de soins classiques. Alors,
Bien sûr, il y a aussi une question de la revalorisation des soins. Donc, les patients insuffisants cardiaques graves avec des troubles du rythme ou des cardiopathies valvulaires font partie de l'ALD numéro 5 de l'assurance maladie, avec une prise en charge notamment parodontale en ce qui concerne le bilan parodontal et le DSR. Donc, c'est important à connaître au même titre que le diabète. Pour ces patients, c'est peut-être un début. Il y a un travail actuellement à la Haute Autorité de Santé sur la population générale et la prise en charge de la partie chirurgicale, de la mise en place d'implants unitaires ou alors support de prothèses complètes. Et là, on ne sait pas encore ce que. Stop. Tu m'entends, Jérôme? Oh. Et donc un travail en cours à la Haute Autorité de Santé. Enfin, pour finir, une étude, suédoise qui montre, l'importance, enfin l'estimation de l'importance de l'évaluation bucco-dentaire en relation avec plusieurs pathologies, que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie, les antirésorptifs osseux ou les transplantations d'organes, mais également l'endocardite infectieuse. Et on voit que le remplacement valvulaire ou l'endocardite infectieuse sont les 2 pathologies pour lesquelles, selon les chirurgiens dentistes, c'est le moins important. Donc vous voyez que le travail, même dans ces pays avec un fort taux de prévention bucco-dentaire, reste très important. Enfin, je vous dirai un mot sur l'association Déborah, qui est une association toute jeune qui s'est créée donc par Rachel, la sœur de Déborah, d'une histoire, tragique, une patiente une jeune femme enceinte de quelques semaines qui avait un abcès bucco-dentaire qui n'est pas allée chez son dentiste et qui est décédée d'une endocardite à streptocoque. Et donc sa sœur a créé cette association. Il y a très peu d'associations de patients pour cette pathologie et elle est très en recherche de chirurgiens dentistes pour essayer de faire vivre son association et de montrer l'importance du maintien de la santé orale et de nos gestes et de la prévention bucco-dentaire. Enfin et donc pour conclure, la mesure de prévention primordiale et comme je viens de le dire à travers cette association, c'est le maintien de la santé orale. L'antibioprophylaxie est maintenue par presque toutes les recommandations et vous voyez 2 papiers récents par des spécialistes de l'endocardite, qui vraiment préconisent donc de poursuivre les antibiotiques. Le risque grave, c'est de prolonger l'antibioprophylaxie en antibiothérapie au seul titre du risque d'endocardite infectieuse. Et je l'ai déjà dit, l'important, c'est vraiment la prise en charge en cabinet de chirurgie dentaire pour faciliter l'accès aux soins, valoriser les soins, sortir vraiment de ce dogme de l'édentation. Mais là, avec ces nouvelles recommandations, on en est sorti et j'espère avoir pu vous montrer qu'on a ouvert à beaucoup d'options thérapeutiques jusque-là contre-indiquées en France. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Thank you.